Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, on va parler de comment devenir le leader d'une thématique très concurrentielle, tout en étant solopreneur, tout en réinventant la monétisation. Donc pour en parler, je reçois Mickaël de Grenadia. Salut Mickaël. Salut Ronan, merci de m'inviter aujourd'hui pour ce podcast. Merci de participer, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Très bien, merci. Écoute, commence par te présenter, tout simplement. Ok, écoute, je m'appelle Mickaël Marek, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 2 ans, je vis à Londres et donc j'ai créé la société Grenadia qui est un éditeur de médias en ligne, principalement sur la niche des box mensuelles. Ok, très bien. On va commencer tout simplement par une présentation de Grenadia, parce que Grenadia, donc, c'est ta société. Ouais. Ce n'est pas le nom que tu utilises pour exploiter tes sites. Donc, tu es sur la niche des sites, des box mensuels, des box à abonnement. Avant de faire ce podcast, on a eu un appel pour présenter un peu la thématique. Moi, j'étais un peu, j'étais vraiment impressionné en fait par les chiffres. J'avais aucune idée de la taille du marché et surtout les chiffres que tu fais. Alors, on va pas en parler, on va pas les divulguer, mais proche de 7 chiffres sur tes différents sites, c'est vraiment impressionnant. On pourrait penser que c'est une niche qui aurait du mal à atteindre ces chiffres. C'est pas du tout le cas. Donc c'est ça moi qui m'a vachement intéressé pour t'inviter sur ce podcast. Donc, Ouais. présentation de Grenadia. Écoute, avec plaisir. Grenadia, c'est un éditeur média qui regroupe 4 sites internet, donc toutes-les-box.fr, laboxdumois.fr, mais aussi au Royaume-Uni All Subscription Boxes et Fine Subscription Boxes aux États-Unis. Donc c'est 4 sites qui sont dédiés à la thématique des box mensuelles. Donc je sais pas si tu connais bien le sujet des box mensuelles. C'est sont des produits qui sont arrivés dans les années 2012, qui sont en fait des offres par abonnement auxquelles tu t'abonnes et tu reçois des produits par la poste tous les mois. Donc ça a commencé au début avec My Little Box, Birchbox et Glossybox. Donc tu t'abonnais pour une quinzaine d'euros par mois et tu recevais des produits de beauté par la poste. Et c'est vrai que quand c'est arrivé en France, ça a tout de suite très très bien pris. Il y a eu une vraie effervescence autour. Je pense que une des raisons, c'est que les gens qui recevaient leur box partageaient leur contenu sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'il y a eu un très gros volume de recherche autour de tout ça. Et à partir de là est né notre média Grenadia, qui donc a pour objectif de comparer toutes les offres de box mensuelles sur le marché français. Top. On parle souvent là, j'ai parlé à des entrepreneurs pas mal dans la tech, Frandroid, Clubic. Tu sens que ce sont des passionnés, voire des geeks, ils l'assument. Toi, tu as une passion pour les box. Parce que- Alors, j'ai pas forcément de passion pour les box mensuelles. Je pense que j'ai vu débarquer le concept en 2012 et en fait, je pense que on n'a pas très souvent l'occasion de voir débarquer sur un marché un concept qui a un tel niveau d'engouement. Et quand on arrive, c'est un peu comme, tu sais, j'écoutais ton podcast c'était avec Clément Grandjean d'Humanoid. Ouais. Et il expliquait que Frandroid s'est lancé au moment où Android finalement est apparu et qu'il avait vu ça comme, ils avaient vu ça à l'époque comme une opportunité de lancer un média autour. Et il y a vraiment une question de timing. Et donc, on n'a pas toujours l'occasion de voir débarquer des concepts dont la taille de marché permet de créer un média qui traite uniquement de ce sujet. Et donc, je pense que quand j'ai vu apparaître le concept des box mensuelles, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était un marché qui allait fortement grossir et qu'il y avait une opportunité finalement de créer un média qui couvrait à 100% le sujet. Et c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai lancé ces médias. Et en 10 ans, on a vu une croissance chaque année. Donc oui, c'était une vraie opportunité. On en a encore aujourd'hui, par exemple, avec l'intelligence artificielle qui débarque, qui sont vraiment des domaines sur lesquels on sait finalement que il va y avoir des choses à dire pendant les 10 prochaines années. Ce qui m'a frappé dans nos discussions avant le podcast, encore une fois, c'est que, bien entendu, tu n'es certainement pas passionné de boxe, ça aurait aucun sens. Par contre, j'ai l'impression que tu es un gros passionné et geek, un peu du SEO et de la monétisation. Et ça, c'est vraiment le combo. Si tu as les deux,
dans l'ère du digital et dans l'ère des sites affiliés, etc., de recommandations, bah, tu peux attaquer n'importe quelle industrie en fait. Il faut juste avoir une passion pour une partie du métier. Certainement que les geeks qui lancent des sites sur la tech, ils ont peut-être moins de passion sur la monétisation ou que sais-je. Mais bon, ça fait partie du métier, donc tu as toujours cet aspect passion qui est au centre du job. Euh, ouais. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que moi, j'ai découvert le web quand j'étais au collège. Mhm. J'avais un ami dans ma classe, je crois que c'était en première, qui avait fait un site internet tout en HTML. Et donc, il m'avait un peu montré les choses et j'avais commencé à apprendre. Et je pense que ce soit au niveau de la monétisation ou du SEO, je suis un peu tombé dedans par hasard. Dans le sens où donc j'ai commencé par créer mes premiers sites au collège. C'est des sites pour installer des ROM de jeux vidéo. Enfin, c'était des trucs un peu qui marchaient bien à l'époque. C'est les premiers, enfin les premiers sites qu'on fait quand on est au collège. Par la suite, j'ai créé une agence web qui crée des sites web pour des clients variés. J'ai créé des sites web pour des compagnies de théâtre, des restaurants, des boîtes de nuit, des agences RH. Et au moment où j'ai fait mon agence, j'ai créé un blog en fait qui était dédié à la création de sites web. Alors à l'époque, c'était avec le CMS qui s'appelle Joomla, qui est moins utilisé maintenant, surtout WordPress. Mais donc j'ai fait un blog sur la création de sites web avec Joomla. Et sur ce blog, il y avait un article spécifique qui était comment installer Joomla en local. Donc à l'époque, c'était vraiment des articles que j'écrivais par passion. Euh, et cet article, par hasard, s'est retrouvé en top position dans Google sur installer Joomla en local. Et je me suis retrouvé avec un article qui a drivé du trafic pendant 3-4 ans, du trafic récurrent, facile. Et c'est là que je me suis dit, ah mais en fait, si je fais un article qui répond à une requête et qui apporte de la satisfaction à l'utilisateur, bah finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour que l'article rank dans Google et qu'il apporte du trafic. Donc ça, c'était vraiment le premier enseignement sur le SEO, c'était si tu écris un article et qu'il est satisfaisant pour l'utilisateur, Google va s'en rendre compte et te positionner sur la requête sur laquelle tu te positionnes. Donc ça, c'était vraiment un bel enseignement. Euh, la deuxième chose, c'est que par la suite, sur ce site, je me suis rendu compte que il y avait des acteurs qui vendaient des templates, tu sais, des thèmes pour Joomla qui permettaient de faire un design tout fait, qui avaient un programme d'affiliation. Et donc, vu que cet article générait du trafic SEO de manière assez régulière, dans l'article, j'ai parlé de cette plateforme pour acheter des templates pour faire son site. Et j'ai commencé à avoir mes premiers gains d'affiliation comme ça. Et c'est comme ça que je me suis aussi lancé dans la monétisation par l'affiliation, un peu par hasard. Top. Les belles années. Ouais, c'était pas grand chose au niveau des revenus, mais par contre, c'était des beaux enseignements, ouais. Je remarque quand même que les premiers euros qu'on fait sur Internet, c'est toujours les meilleurs. C'est clair. Tu as parlé de croissance sur Grenadiera. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les différentes étapes de croissance, justement? Où est-ce que tu as vu vraiment les transitions? Où est-ce que tu es allé chercher de la croissance? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus durs, des moments où ça a cartonné et pourquoi? Euh, alors, je pense que le premier driver de croissance qu'on a eu sur les sites, donc moi, à l'origine, j'ai lancé le site laboxdumois.fr. Les autres, on y reviendra par la suite, c'est des rachats. Euh, laboxdumois.fr, il y avait vraiment une question de timing, comme on en parlait tout à l'heure avec Android et Frandroid, c'est-à-dire que quand tu crées un site avec le bon timing sur un domaine sur lequel il y a des retombées médias importantes, comme par exemple les box mensuelles dans mon cas, on s'est retrouvé assez rapidement avec des gros médias mainstream qui parlaient du domaine des box mensuelles, qui disaient regardez, il y a des centaines de box qui existent déjà, et qui expliquaient que c'était un concept qui était en train d'exploser. Et souvent, ces gros médias, pour illustrer leurs propos, disaient bah regardez, il y a même un site, laboxdumois.fr, qui a référencé toutes les box, qui voulait voir l'étendue de l'offre. Et donc ça a été vraiment notre premier booster de croissance. Ça a été que la première année, on s'est retrouvé avec des liens entrants de gros médias. Ça peut être Le Monde, 20 minutes, Le Figaro, tous les gros médias avec un lien qui pointait vers notre site. Donc ça, si tu veux bootstrapper ton SEO, il n'y a pas mieux en fait. Hmm. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment une question de timing. Si tu crées ton média au bon moment et que tu es vraiment une source d'information sur ce domaine, bah, tous les médias qui vont parler de ce domaine par la suite vont parler de toi au passage et tu vas pouvoir comme ça créer une autorité de domaine qui va te permettre de booster ton SEO par la suite.
Et ensuite, tu es allé chercher quel levier sur le SEO pour toujours aller chercher de la croissance? Alors, je pense que c'est marrant, on n'a pas vraiment commencé par se focaliser sur le SEO. Ok, Au début, notre vrai focus, c'était être le média le plus autoritaire et donc avec l'information la plus complète possible dans notre domaine. Donc, on n'était vraiment pas focusé sur une page, un mot-clé, on faisait pas de keyword research. Nous, notre but, c'était vraiment de dire toutes les box qui existent sur le marché doivent être sur notre site parce qu'on est une référence dans ce domaine. Et c'est ça qui, au début, a vraiment créé de la croissance. C'était que quand un utilisateur ou une utilisatrice cherchait des informations sur une box ou cherchait des avis sur une box, avant même de penser Google, il pensait laboxdumois.fr, toutes-les-box.fr, parce que c'était des sites de référence et qu'ils savaient qu'ils allaient trouver l'information sur la box en question. Et en fait, comme les box mensuelles, le concept c'est de recevoir une nouvelle box tous les mois, on avait aussi des abonnés, tu vois, par exemple un abonné à My Little Box, qui tous les mois allaient sur notre site pour voir un peu en avance quel était le contenu qu'ils allaient recevoir. Donc il y avait vraiment cette récurrence de trafic aussi de nos utilisateurs, de nos visiteurs, qui venaient chercher les dernières informations à jour sur leur domaine. Donc on n'a pas commencé notre point d'entrée à l'origine, c'était pas le SEO. ok. Mais tu avais toujours quand même des... Tu dis que c'était pas le SEO, mais tu avais toujours j'imagine les bases. Tu savais déjà, vu que tu as donné l'exemple de ton site pour Joomla, donc Ouais. tu maîtrisais déjà bien le SEO. Euh, et comment tu as ensuite traversé quelques tempêtes, j'imagine, par rapport aux différents algorithmes, mises à jour d'algorithmes de Google. Donc, tu t'es de plus en plus formé en SEO, tu as fait appel à des freelances experts. Comment tu as géré la partie SEO? Euh, Je pense que notre premier réflexe, en effet, ça a été de faire appel à des freelances. On a fait appel à des freelances, que ce soit des freelances indépendants ou des agences, pour nous aider sur notre SEO. Parce que moi, mes connaissances, finalement, elles étaient relativement limitées. J'avais eu en effet quelques expériences SEO par le passé, mais j'étais pas un spécialiste. Ok. Et pour être honnête, je pense que ça soit les agences ou les freelances, j'ai été un peu déçu de manière générale. Je pense que c'est des ça peut être utile pour des sites de marque, par exemple, où il peut y avoir un travail un peu one-off qui permet d'améliorer son SEO. Mais dans le cadre d'un média, le SEO, c'est finalement une compétence qui doit être internalisée. C'est-à-dire que toi, en tant que responsable d'un média, tu dois parfaitement connaître les leviers SEO, tu dois parfaitement savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et un freelance, il va peut-être te dire ah oui, au niveau technique, tu pourrais améliorer ça ou tu pourrais travailler sur ça. Mais le SEO, c'est plus faire une recherche de contenu continu, optimiser ses articles en continu, trouver des nouvelles thématiques. Donc, je pense que ouais, faire appel à des agences ou des freelances, c'est pas quelque chose qui a très bien marché pour nous. Ce qui a vraiment bien marché pour nous, c'est quand on a commencé à vraiment essayer d'internaliser la compétence et quand j'ai vraiment compris qu'il fallait qu'on passe à un niveau supérieur et donc que j'ai commencé à utiliser des outils un peu plus professionnels comme Ahref. Euh, et ça, dès qu'on s'y est mis sérieusement, on a multiplié en chaque année par 2 notre trafic parce que on a passé un cap en termes de SEO. Ok. Donc, ce sont les outils, les compétences. Le couple, en fait, outils et compétences t'a permis vraiment de débloquer des paliers. Ouais, tout à fait. Je pense que on s'est rendu compte que notre site à l'origine n'avait pas vraiment été optimisé pour le SEO. Euh, on savait pas ce que les gens tapaient finalement pour trouver nos pages. Hmm. Et quand on a compris que bah voilà les mots clés principales c'était je sais pas box beauté, box femme, box homme, et donc on a compris qu'il fallait une page qui réponde parfaitement à cette requête. À partir du moment où on a fait ça, bah on s'est retrouvé très rapidement en première position sur ces différents mots clés, et c'est là qu'on a vraiment explosé au niveau du trafic. Est-ce que c'est très concurrentiel sur la première page de Google? J'ai pas fait les recherches, j'aurais peut-être dû en préparation du podcast. Mais Ouais. c'est une grosse, c'est la guerre pour se positionner, j'imagine, sur Box Beauté ou Euh, quel est le niveau de concurrence? Ça a été la guerre. Ça a été la guerre surtout au début. Je pense que quand on s'est lancé notamment, donc moi comme je disais, j'ai lancé laboxdumois.fr et il y avait un autre site concurrent qui était toutes-les-box.fr. Donc c'est sûr qu'au début, on était vraiment dans une concurrence assez acharnée. Par la suite, donc j'ai repris le site toutes-les-box.fr à son créateur.
Donc il y a eu toujours d'autres sites bien sûr qui sont créés sur la thématique des box mensuelles, mais on a eu la chance d'être les deux sites un peu qui ont été créés à l'origine, et donc il y avait le plus de liens entrants de la part de gros médias, et donc d'avoir finalement une grosse autorité de domaine. Et je pense que il n'y a pas que l'autorité de domaine qui compte dans le SEO. Le plus important, bien sûr, c'est de faire une page qui répond bien à la requête de l'utilisateur. Par contre, il y a un moment, faire une page qui répond à la requête de l'utilisateur, ça a ses limites. Quelqu'un qui tape box beauté, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir quelles sont les box beauté en France. Donc finalement, tout le monde peut le faire en fait, de faire cette page. Et je pense que quand les pages finissent par un peu trop se ressembler, ce qui va finalement trancher, c'est l'autorité de domaine, c'est-à-dire est-ce que Google considère que tu as eu des liens entrants de la part de médias autoritaires et influents? Ok. Tu as parlé de rachat. Ouais. C'est une opportunité, c'est le vendeur qui t'a approché, c'est toi qui l'as approché. Et pourquoi en fait tu as choisi de racheter des sites concurrents? Euh, alors le premier site qu'on a racheté, c'était touteslesbox.fr, donc c'était vraiment très tôt dans notre aventure. Je pense que c'était peut-être un an après le lancement, donc le site était encore assez petit à l'époque. Le créateur voulait vendre. Je pense que c'était pas quelque chose qui l'intéressait plus que ça de continuer là-dedans. Et donc j'ai entendu par un partenaire que le mec voulait vendre. Et j'ai rapidement sauté sur l'occasion, je l'ai contacté, on a trouvé une entente. Et donc j'ai repris son site. Je pense que à la suite du rachat du site en France, j'ai vraiment été dans une démarche d'aller plus loin dans les rachats et je voulais vraiment me lancer au Royaume-Uni. Je pense que le marché au Royaume-Uni a toujours eu un peu d'avance par rapport à la France et je voyais en effet le marché des box mensuelles qui était plus gros, plus dynamique au Royaume-Uni. Et donc j'ai fait un peu une étude de marché de ce qui existait au Royaume-Uni. Il y avait un site qui sortait du lot, qui était ce site, All Subscription Boxes. Et coup de chance, le mec qui avait créé ce site était un Français. Je le savais pas à l'époque. Donc j'ai commencé à passer par le formulaire de contact du site, à lui dire dans un anglais approximatif, Do you want to sell, please? Et le mec m'a pas répondu. Je pense que pendant plusieurs mois, je l'ai contacté via LinkedIn, via email, via tous les canaux de communication que je trouvais. Au bout d'un moment, je pense que le mec en a eu marre, il a fini par me répondre. Et donc on a commencé à rentrer dans une négociation pas facile parce que le site était quand même plus avancé que le site que j'avais racheté en France. Le mec avait quand même lancé ça depuis un moment, il avait un bon trafic SEO déjà. Donc on a négocié pendant un moment et on a fini par tomber d'accord. Et ce rachat au Royaume-Uni a vraiment été une réussite dans le sens où on a vraiment réussi à appliquer les recettes qui avaient marché en France, les appliquer sur ce site au Royaume-Uni. Et aussi, ce qui est intéressant quand tu rachètes des sites, surtout dans les mêmes thématiques, mais sur des pays différents, c'est que tu peux réutiliser tous les développements techniques que tu as fait sur un pays et les réappliquer au site que tu rachètes. Donc, le site que j'ai racheté au Royaume-Uni, il était au niveau SEO très bien, au niveau technique, loin de ce qu'on avait fait en France. Donc, dès que j'ai repris le site, on a appliqué la plateforme technique qu'on avait développée en France et ça a permis au site finalement de très vite se développer. Donc là aussi, le SEO a très bien pris. Fort de cette réussite au Royaume-Uni, on s'est dit pourquoi s'arrêter là. Donc là, j'ai commencé à étudier un peu le marché aux États-Unis. Alors si le mec me répondait pas au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'était encore pire. Donc déjà aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de concurrence. Il y avait peut-être une dizaine de sites dédiés aux box mensuelles. Et alors, avoir une réponse quand t'es un petit Frenchie qui veut reprendre un site aux US, c'est pas évident. Donc pareil, j'ai pris les cinq plus gros sites et je leur ai envoyé email, LinkedIn, et quasiment aucun m'a répondu. C'était vraiment compliqué d'arriver à avoir un contact. Et j'ai fini par le plus petit des cinq réussir à être en contact avec le mec. Là aussi, on a pas mal négocié, on a fini par trouver un accord. Je dirais que si clairement le rachat du site au Royaume-Uni a été une vraie réussite, les États-Unis, ça a été beaucoup plus difficile euh, parce que non seulement il y avait une forte concurrence, mais il y a aussi un site qui est assez hégémonique aux États-Unis qui s'appelle My Subscription Addiction, qui était vraiment le site original comparateur de box à l'origine du lancement des box aux US. Et, euh, et eux, ils avaient tellement bénéficié de cette autorité initiale
que même avec tous les efforts SEO possibles, c'était compliqué de les déloger sur leur position. Du coup, ouais, les États-Unis ont toujours été un peu en retrait. Et pour être honnête, on a décidé par la suite de focaliser nos efforts en France et au Royaume-Uni. Ok. Et là, enfin, on viendra certainement sur l'avenir, hein, sur tes Ouais. futurs projets, mais tu es toujours dans cette optique de racheter des sites? Alors, on n'a pas racheté que ces 4 sites. Donc, les 4 sites dont je parle sont ceux dédiés au domaine des box mensuelles. On en a racheté d'autres. Certains ont été revendus par la suite, d'autres ont été conservés. Mais je communique que sur nos 4 sites dédiés aux box mensuelles actuellement. Parce que sur les autres, on peut être aussi sur des thématiques sur lesquelles on veut moins communiquer, qui sont moins visibles. Et pour les rachats, tu passes par un broker, par exemple Dot Market ou Empire Flippers aux États-Unis. Je crois que ce sont les leaders. Ou tu vas en direct? Non, c'est en direct vu que tu les as contactés. Ouais, pour les rachats, je suis toujours passé en direct. En fait, je pense, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais je me dis qu'à partir du moment où un site est sur une plateforme, euh, ce site est visible à une grande quantité d'acheteurs potentiels. Et donc à partir de là, tu te retrouves en concurrence avec beaucoup de mecs, euh, et ça tire souvent le prix vers le haut, et tu vas avoir des deals qui vont être plus difficiles à rentabiliser. Alors que quand tu passes en direct, finalement, c'est toi qui vas directement être en contact avec un vendeur qui pensait pas forcément à l'origine à vendre ses sites. Et je pense que ça peut débloquer des meilleures opportunités. Mais par contre, je pense que Dot Market, par exemple, les mecs sont hyper sérieux. Il y a des belles opportunités sur le site. Et d'ailleurs, un des sites que j'avais racheté en direct, je l'ai revendu via Dot Market par la suite et ça s'est hyper bien passé. Un petit big up à Kevin. Je sais Tout que à fait. Donc je suis la newsletter chaque semaine. ouais, très solide, une super équipe et effectivement très sérieuse. Et Ouais. quand tu vends ou quand tu achètes un site, que tu mets plusieurs centaines de milliers d'euros, ou même 10 000 euros, peu importe, tu as besoin d'être rassuré, quoi. Tu as besoin, surtout si c'est la première fois. Donc c'est vrai que l'achat en direct de sites, ça pourrait faire un épisode complet, je pense, parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que ouais, c'est super intéressant. Euh, J'imagine qu'on t'a déjà proposé aussi, toi, de te racheter. On m'a proposé quelques fois, notamment à un moment avec un gros groupe média. Ok. Euh, je pense que je suis pas allé plus loin. Euh, je crois que quand j'ai quitté mon travail pour me mettre à plein temps sur mes médias, ça a été un vrai changement de vie pour moi. Ça m'a permis aussi de me concentrer sur ce que j'aimais faire, de décider de ce que je voulais faire de mon temps tous les matins, de me dire qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Et j'ai toujours la sensation que si je rejoignais un groupe média, finalement, j'allais me retrouver finalement avec les mêmes défauts que je voyais quand j'étais un salarié et que Hmm. j'allais perdre ma liberté. Donc finalement, j'ai pas poussé plus loin les quelques fois où on a eu des offres. Ok. Parce que tu parles de liberté et en même temps, tu dis, quand tu présentes le business, tu dis on, mais il faut rappeler que tu es solopreneur en fait. Tu travailles avec des freelances, mais tu n'as pas d'employé. Ouais, c'est vrai que c'est un défaut que j'ai. Souvent, je dis on parce que donc c'est vrai que je suis solopreneur, donc je suis tout seul dans mon entreprise. Mais en fait, on n'est jamais vraiment tout seul quand on a un média. On travaille avec beaucoup de partenaires, de prestataires. Donc moi aujourd'hui, je travaille avec différents rédacteurs, avec des techs. Donc même si souvent c'est des freelances, j'ai pas le sentiment d'être tout seul dans mon entreprise parce que je suis vraiment bien accompagné. Tu vois, le mec qui gère la partie technique de mes sites, par exemple, il le fait depuis presque 10 ans en fait. Donc je le connais aussi bien que si c'était un associé ou un salarié. Top. Ok, très bien. Donc on a vu les différentes étapes de croissance, donc rachat de concurrence, stratégie SEO solide. Tu m'as parlé aussi des trois piliers Ouais. pour un média comme Grenadia. Est-ce que tu veux commencer par lequel? On avait noté l'éditorial, le SEO, la monétisation. Ah, le plus important, c'est l'éditorial. Hein. Quand tu es un média, tu peux pas passer outre. Non, clairement, ouais, l'éditorial, pour moi, ça a été le premier point sur lequel on s'est concentré. Euh,
En fait, sur notre site, on a trois types de contenus. On a les fiches de box, donc qui sont des fiches produits. On a les contenus édito, qui vont être donc souvent des tops, mais pas seulement, mais bon, la plupart du temps. Et après, on a les tests de box ou les tests de produits, parce qu'on teste pas que des box, on s'est étendu après sur d'autres thématiques. Euh, et pour ces trois types de contenus, on a vraiment des stratégies de création de contenu qui sont hyper différentes. Donc, pour la partie test de box, je pense qu'on a été assez originaux dans le sens où on s'est rendu compte assez rapidement que quand quelqu'un veut lire un test de produit, ce qu'il valorise, c'est l'authenticité. Et nous, on pouvait pas vraiment en interne créer de l'authenticité parce qu'il pouvait y avoir non seulement des conflits avec la partie monétisation, mais aussi parce que on n'avait pas forcément la passion pour chaque typologie de produit des box mensuelles. Tu vois, il y a plein de types de box mensuelles. Il y a des box pour enfants, des box culinaires, des box beauté, des box de vin. Donc, nous, on n'avait pas forcément les compétences pour parler de toutes ces typologies de produits. Donc, rapidement, on a mis en place une stratégie avec des contributeurs. C'est-à-dire qu'on a recruté des personnes qui voulaient écrire et qui étaient passionnées par ces thématiques. Par exemple, pour les box pour enfants, on a trouvé des mamans qui aimaient prendre des belles photos, qui aimaient écrire des beaux articles. Donc souvent, on a repéré des blogs sur ces thématiques et on leur a dit, est-ce que ça vous tente de recevoir des box et en échange de publier des contenus, donc de publier des tests, des avis sur les box que vous recevez. Et, euh, et en fait, ça a été un vrai cercle vertueux parce que d'un côté, on a eu des box hyper satisfaites parce qu'elles avaient des vrais retours d'expérience de leur cible potentielle qui écrivaient un test de la box reçue. On avait des contributeurs hyper contents qui recevaient des produits régulièrement et qui pouvaient écrire sur les produits qui leur plaisaient. Et nous, on avait la capacité, on avait une capacité de production de contenu qui aurait été très difficile à atteindre si on devait passer par des pigistes ou des rédacteurs. Donc là, on était capable de publier finalement des centaines de tests par mois via ce système de contribution. Donc la partie test, elle nous a permis de gagner en authenticité et en plus d'avoir une capacité de production de contenu démentielle. Donc ça, c'était vraiment bien. Et après, sur la partie fiche produit, donc pour les fiches de box et pour la partie contenu éditoriaux, là, on est plus classique, on passe par des rédacteurs. Je pense que passer par des rédacteurs, quand on a un média, donc par des rédacteurs externalisés, ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est que tu peux t'adapter à la demande. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, il y a des moments où on doit écrire beaucoup, et dans ce cas-là, on peut passer par jusqu'à 10 rédacteurs différents, et des moments où on doit écrire moins, et on va avoir besoin de 3 rédacteurs pendant un mois. Donc, le fait de passer par des freelances, évidemment, ça te donne beaucoup de flexibilité. Par contre, évidemment, tu peux perdre peut-être en qualité, en expertise, par rapport à des équipes médias qui ont toute leur capacité de production internalisée. Ça, j'aimerais juste qu'on revienne sur cette mise en place de réseaux de contributeurs, d'aller Ouais. chercher des petits blogs spécialisés où vraiment tu sens la passion, etc. Et les contacter, de leur dire vous recevez la box, vous faites un super travail déjà, bah, faites-le et vous allez être rémunéré. Mais ça, c'est tellement sous-estimé et sous-utilisé chez les médias. C'est dingue. Alors, c'est un peu de mise en place. Il faut quand même pas mal de process. Il faut passer du temps au téléphone aussi, expliquer ce qu'on cherche. Il y a des ajustements, etc. Mais c'est une stratégie que j'avais mise en place aussi. Et en fait, ça marche tellement bien. Et quand tu arrives à trouver, tu sais, à l'époque, des blogs gratuits, par exemple, c'était, je sais pas, le blog du jardinage, point. Et puis après, c'était point wordpress.com, tu vois. Ouais. Des blogs vraiment gratuits comme ça, tout petits, où t'as presque très peu de lecteurs, mais très fidèles. Et ces personnes-là, elles publient pas elles savent même pas ce que c'est l'affiliation, en fait. Elles publient juste par passion. Et donc, quand arrives à les trouver, à les approcher, à leur faire une proposition comme ça, généralement, c'est du contenu qui est incroyable. Ouais, je pense qu'en effet, comme tu dis, ça a été un vrai gros travail. On a testé des centaines de contributeurs, sérieusement des centaines, euh, pour finalement en trouver seulement quelques-uns qui sont vraiment, qui sont suffisamment sérieux pour faire un bon boulot. Ok. Donc, ouais, c'est un gros travail. Fallait trouver en effet des gens qui aiment ça. Mais je sais pas, moi par exemple, si un média dédié à un domaine spécifique que j'aime me disait, bah, ça te tenterait de recevoir des produits et de donner ton avis tous les mois, je dirais carrément, parce que c'est des produits dont j'aimerais parler en fait. Hmm. Donc c'est vraiment un système vertueux, mais
je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment cette problématique de trouver les bonnes personnes. Parce que la qualité est pas toujours au rendez-vous. Donc, il y a un vrai travail de sélection. Et tout ça, tu avais mis en place des process avec un Trello, avec un Asana, tu faisais comment? Alors techniquement, non, non, on est assez simple, c'est-à-dire que tous ces rédacteurs, donc c'est vraiment des contributeurs, la plupart on travaille avec eux depuis des années. Ils ont un accès direct au site, ils publient directement leurs articles, et on a un suivi qui est finalement assez simple, basé sur la confiance. Et comme c'est que des personnes avec lesquelles qui publient depuis assez longtemps sur le site, on se connaît bien, on sait comment on fonctionne, et c'est assez rare finalement qu'il y ait des ratés. Super. Ouais. Parce que le gros problème de ce type de mise en place et de stratégie, c'est effectivement le suivi. Dès que tu as plus de, je sais pas, 10, 20, 30 contributeurs, ça peut rapidement devenir compliqué à gérer. Mais donner l'accès directement au back-office, c'est vrai que une fois que tu as confiance, ça simplifie tellement les choses. Ah, c'est clair. Ouais, je suis bien d'accord. Ok. Après, évidemment, bon, on peut pas parler d'éditorial sans parler d'intelligence artificielle. Ah ouais, C'est... évidemment. Sinon, on pourrait même pas faire ce podcast sans en parler. Ouais. Allez, Je vas-y. pense que le métier de la rédaction est en train de profondément changer. Sur la partie test produit, euh, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est juste une aide. Mais déjà, on a certains contributeurs qui utilisent l'intelligence artificielle juste pour les aider à rédiger. Mais tu as toujours quand même besoin de tester le produit, de donner un avis authentique. Donc ça reste un outil. Par contre, sur des contenus de type fiche produit, euh, aujourd'hui, tu peux créer des fiches produits qui sont meilleures que celles que créeraient des rédacteurs avec ChatGPT ou avec Claude. Enfin, tu vois, aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle à disposition, si tu leur donnes un bon prompt et un bon modèle, ils sont capables de te pondre des fiches produits qui sont exceptionnelles en fait. Et nous, c'est vrai qu'on a certains types de contenus aujourd'hui euh, que je pense qu'on les fait mieux avec de l'IA que si on les rédigeait nous-mêmes. Et c'est principalement le cas pour des fiches produits. Donc si j'étais un e-commerçant aujourd'hui, créer des fiches produits, tu peux le faire en un claquement de doigts, quoi. Et tu as développé tes propres GPT ou tu utilises un modèle que tu réutilises chaque jour que tu veux faire une fiche produit enfin, vous avez un outil qui est intégré à votre back-office ou c'est beaucoup plus simple? Alors, on a deux approches. On en a une pour les fiches produits, donc les fiches de box par exemple, ou d'autres types de fiches produits, et une pour certains types de top. Pour les fiches produits, c'est assez simple. Sur ChatGPT, il y a une fonction qui s'appelle les GPTs, donc GPT avec un S à la fin, qui te permet finalement de créer ton bot sur mesure sur lequel tu vas pouvoir faire tout un ensemble de pré-prompts. Et donc une fois que tu as ton bot de création de fiches, où tu lui as donné la structure, la manière dont tu veux qu'il écrive, et même quelques exemples, bah, tu n'as plus qu'à lui donner toutes les informations, par exemple, d'une box mensuelle, et il va te créer une fiche aux petits oignons. Après, pour certains types de contenus un peu plus complexes, comme par exemple certains top cadeaux qu'on a fait, là on utilise un plugin qui s'appelle GPT for Sheets, donc Sheets pour Google Sheets, qui est en fait un plugin qui s'intègre à Google Sheets et qui, on a développé un genre de template qui permet de générer des tops à partir d'informations produits. Euh, S'il y a un média qui écoute ce podcast et qui veut en savoir plus et qui n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je serais ravi de lui expliquer un peu plus précisément et techniquement comment on fait ça. Quand, euh, quand l'IA a débarqué, tu t'es dit ça sent mauvais pour mon business ou génial, un nouveau truc avec lequel jouer? Quel était ton état d'esprit? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que bon, le premier réflexe, c'est génial, c'est magique. Euh, on va être capable de faire des choses incroyables. Et on a été capable de faire des choses incroyables. Dès le début, on a été capable d'améliorer certains contenus, euh, ou même, oui, d'améliorer certains. Par exemple, disons qu'on parle d'un produit de beauté. Avant, un rédacteur qui parle d'un produit de beauté, il va dire, bah voilà, il est sympa, il a cette texture et tout, mais il va jamais être capable, comme le fait GPT-4, de te faire une analyse complète de la composition de ce produit de beauté. Donc là, on a pu, par exemple, disons qu'on avait un top sur un shampoing sec. Moi, j'ai pu reprendre ce top,
demander à ChatGPT pour chaque composition de shampoing de me faire une analyse de ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des produits qui sont bons pour la santé? Est-ce qu'il y a des produits qui sont à risque? Et là, on s'est retrouvé finalement avec des articles qui ont été très largement améliorés par l'intelligence artificielle, mais améliorés à un niveau qui n'aurait pas pu être fait par un humain, en fait. C'est ça qui est intéressant. Même si derrière, évidemment, il faut fact-checker. Mais des analyses de composition, à moins d'être un spécialiste chimiste, tu peux pas le faire toi-même. Donc là-dessus, évidemment, ouais, il y a de l'excitation. Il y a de l'excitation parce qu'en tant que média, tu peux trouver des utilisations qui sont uniques et qui apportent vraiment de la valeur en fait à tes lecteurs. Maintenant, clairement, tout n'est pas rose. Je pense que l'autre facette, c'est que la barrière à l'entrée de la production de contenu, bah, elle a complètement sauté. Avant, moi, je tirais une fierté d'avoir passé des années à sélectionner des rédacteurs top-notch qui font du super contenu. Et du jour au lendemain, tu as tout le monde qui peut créer des contenus relativement techniques pour quasiment zéro. Donc ouais, pour un média bien implanté, ça fait peur en fait, parce que tu te dis, mon contenu que je produisais avec attention, au rythme de quelques articles par mois, bah aujourd'hui j'ai des médias en face de moi qui le publient au rythme de 1000, 2000, 10 000 articles par mois. Donc comment on lutte contre ça, à part en sautant aussi dans le wagon de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver le juste milieu entre être au niveau des concurrents dans sa capacité à produire beaucoup de contenu et garder sa ligne directrice qui est il faut que je crée du contenu de qualité qui apporte de la satisfaction à mes visiteurs. C'est hyper compliqué. Je pense on essaie de trouver le juste milieu. C'est-à-dire que tu peux pas aujourd'hui avoir un média et pas te servir d'intelligence artificielle, mais il faut se poser des limites. Il faut se dire, ok, je vais pas créer un buzz qui va me faire 200 articles par jour que je vais pas relire. Parce que en fait, tu vas cramer ton site. C'est pas la bonne approche. Quelle est la, quel est le pourcentage de tes tâches que tu as réussi à améliorer grâce à l'IA? Toutes tes tâches en tant que voilà, fondateur d'une boîte média. Ah, c'est une question intéressante. On l'utilise de tellement de manières différentes. Je pense que évidemment, la manière la plus évidente, c'est pour produire certains contenus. La deuxième, c'est pour améliorer certains contenus, surtout quand on commence à parler de choses techniques. Mais même la troisième, ça peut être aussi pour fact-checker des mails que j'envoie. Par exemple, des fois, je crée des mails, notamment en anglais, et je vais demander à ChatGPT, bah, relis-moi ce mail et dis-moi ce que tu en penses, est-ce qu'il y a des trucs que tu modifierais, comment tu l'améliorerais. Donc, même pour communiquer, ça peut être intéressant. Par contre, évidemment, faut pas faire ce que certains font, parce que ça m'arrive souvent de recevoir des mails qui sont de manière tellement évidente écrits par ChatGPT et envoyés à la va-vite que juste tu te sens limite insulté quand tu reçois ça et t'as pas envie de répondre. Donc encore une fois, que ce soit dans les communications ou dans la production de contenu, faut vraiment se poser des limites et y apporter une touche humaine parce que sinon, tu perds toutes tes cartouches et en fait les gens s'en rendent compte. Les gens s'en rendent compte quand tu fais du contenu AI et que derrière tu publies tel quel ou que tu envoies des mails tel quel. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Ok, super intéressant. Donc, premier pilier, la base, l'édito. Ouais. L'autre, on passe au Euh, suivant. le SEO, bien sûr. Donc on a commencé un peu à en parler. Je pense que le SEO, c'est un sujet, c'est intéressant d'en parler, mais en même temps, d'ailleurs, ça a été abordé sur tes podcasts précédents. C'est un domaine qui change beaucoup en ce moment. Euh, il y a eu beaucoup de chamboulements depuis fin 2023. Et bon, il y a ce qu'on appelle la Helpful Content Update, donc qui est une mise à jour de Google, qui était vraiment focalisée sur la qualité du contenu. Et c'est une mise à jour d'algorithme qui a beaucoup touché les médias de niche et les médias dont le business model, c'était l'affiliation. On avait un site aux US, comment il s'appelait déjà, je crois que je l'ai noté, qui s'appelait... Euh, c'était un site dédié au euh, purificateur d'air, Ok. qui avait un truc comme 70 000 visiteurs par mois.
Et donc c'était une référence aux US, donc spécialisée dans les purificateurs d'air. Les mecs recevaient chaque purificateur d'air, faisaient des tests complets, testaient la qualité de l'air avant et après, des spécialistes. Une référence mondiale. Du jour au lendemain, avec la HCU, ils sont passés de 70 000 à 30 000 visiteurs par mois. Pas longtemps après, avec les autres mises à jour qui sont arrivées début 2024, ils sont passés à 1500 visiteurs par mois. Donc leur trafic a été divisé par 100 en 6 mois. Et derrière, aujourd'hui, aux US, quand tu tapes purificateur d'air, au lieu d'avoir un site hautement qualifié qui te fait des comparatifs incroyables, tu te retrouves avec des articles, des tops de Forbes qui sont assez légers en termes de tests réels. Et donc, tu te poses la question finalement, qu'est-ce que Google valorise actuellement? Et je pense que comme beaucoup de médias, j'ai du mal à comprendre ces mises à jour récentes qui ont bouleversé pas mal de sites. Donc, on essaie de s'adapter. On continue avec les bases. Donc, les bases, ça reste une page à mots-clés, faire une bonne recherche de mots-clés, savoir qu'est-ce que les gens tapent et essayer d'y répondre avec le plus de qualité possible. Et on attend de voir évidemment comment ça évolue. Mais je pense que souvent, les gens complexifient le SEO plus qu'il n'est complexe, dans le sens où il suffit souvent de détecter un mot-clé à fort potentiel et de faire un contenu qui répond parfaitement à la search intent, donc à l'intention de la personne qui tape ce mot-clé. Et en fait, souvent, ça suffit à être en première page. Même si tu n'as pas une autorité de domaine incroyable, nous, ça nous est arrivé de passer devant des gros sites comme Le Monde ou autres, parce que on faisait un article sur un mot-clé qui était où on avait tellement réfléchi à qu'est-ce que la personne cherche quand elle tape ce mot-clé, qu'on faisait une page qui répondait parfaitement à l'intention de l'utilisateur. Donc je pense que plutôt que d'aller essayer de over-optimiser un article avec les H1, les H2, le nombre de mots, tout ça, le plus simple, c'est de te dire qu'est-ce que quelqu'un qui tape ce mot-clé voudrait trouver. C'est juste ça, et essayer de faire cette réponse. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, comment t'expliques justement les sites qui se font shooter comme ton exemple de purificateur d'air versus un site comme Forbes qui probablement les rédacteurs n'ont jamais eu le purificateur d'air pour le tester. Ils se sont juste basés sur des avis. Enfin, je sais pas, hein, c'est pour grossir un peu le trait pour donner l'exemple. Mais Google, il est paumé. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je comprends ton argument. Et ça, effectivement, il l'a toujours dit, Google, hein, depuis des décennies. Ils disent, bah, fournissez du contenu de qualité et tout ira bien. Mais en fait, là, ces derniers mois, ces derniers temps, c'est plus vraiment le cas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors le site qui s'est ajouté, ça j'ai trouvé le nom, c'est Housefresh. Ok. Euh, je suis d'accord que depuis l'an dernier, les mises à jour d'algorithmes de Google sont difficiles à comprendre, à lire correctement. On se pose un peu la question de ce qu'attend Google finalement de ça. Je pense que bon, les premiers sites qui ont vraiment profité de ces mises à jour, pour moi, c'est les sites de marque et de e-commerce, qui ont un peu repris la main sur les sites de contenu. Tu vois, avant, si tu tapais, je sais pas, meilleure box beauté, bah souvent, tu allais avoir des sites qui disaient quelles sont les 10 meilleures box beauté. Donc des articles de contenu. Et après ces mises à jour, tu t'es souvent retrouvé avec, en première, deuxième, troisième position, des box beauté plutôt que des sites éditoriaux. Donc Google a vraiment décidé, je pense, de pousser déjà les marques et les sites de e-commerce, ce qui est logique quand ils pensent, parce que actuellement, qui paye pour des pubs sur Google Ads? C'est pas les médias, c'est les e-commerçants. Donc si tu places tes e-commerçants en top position, forcément, ils vont gagner plus d'argent, ils vont plus dépenser, et ils vont moins dépenser sur des sites de contenu qui sont plus en top position sur leurs mots-clés, et plus dépenser directement en Google Ads. Donc je pense que c'est à l'avantage de Google en termes de revenus déjà, de mieux positionner ce type de contenu. Pour moi, c'est la raison principale, mais après, clairement, il n'y a pas que ça, et c'est difficile de comprendre pourquoi le monde des médias a connu un tel chamboulement en termes de SEO depuis un an. Tu parles avec d'autres entrepreneurs du monde des médias et est-ce qu'ils ont le même, est-ce qu'ils ont pardon, la même vision ou est-ce qu'il y a des avis qui sont vraiment intéressants et que tu pourrais partager aujourd'hui?
Alors, je parle avec beaucoup de médias. Je suis toujours ravi d'échanger avec des médias. D'ailleurs, toutes les quelques semaines, je me fais une visio avec un éditeur de médias et on parle un peu de nos expériences. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté en information. En plus de ça, je fais beaucoup d'analyses dans des outils SEO de sites concurrents ou pas concurrents pour voir un peu ce qui se passe. Et s'il y a bien quelque chose que je peux dire, c'est que même si évidemment, tu as toujours des mecs qui passent outre les mises à jour d'algorithmes, euh, la plupart des sites que j'analyse ou d'entrepreneurs avec qui j'ai parlé qui ont des sites plutôt niches, orientés sur une thématique et qui sont de taille moyenne, la plupart, ils ont quand même été impactés négativement sur ces 12 derniers mois. Euh, Bien malin qui dira et quelle est la raison derrière ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a touché la plupart des sites de cette typologie. Ok, très bien. Ça, je pense que c'est aussi sous-coté d'oser envoyer un petit email ou de demander à un autre entrepreneur dans une même thématique, est-ce que tu as 10 minutes, on échange, etc. Ouais, Généralement, les gens disent oui, en fait. Alors, faut insister un peu parfois. Mais ouais. si toi, tu as des trucs intéressants à raconter aussi, je pense que, tu vois, après, tu te fais un petit réseau et tout. Et c'est tellement important, je pense, ouais, de pas rester tout seul, surtout en tant que solopreneur. On est un peu dans sa bulle, etc. Donc là, je trouve que c'est une très belle astuce. Est-ce que tu as des astuces, justement, si tu es si t'es un entrepreneur dans le monde des médias qui débute, tu as zéro contact, c'est un peu compliqué. Tu fais comment pour justement pour te mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui pourraient t'aider, t'aiguiller? Bah, je pense qu'on sous-estime finalement la volonté des gens de partager. J'ai jamais pas répondu à un entrepreneur qui se lance et qui m'envoie un message pour me dire bah voilà comment tu fais ça, comment tu monétises, comment tu fais ton SEO. Donc finalement quand tu te lances, bah c'est simple hein, sur LinkedIn ou par email, tu contactes un mec et souvent en fait tu as un retour. Même moi quand je contacte des médias et que je demande de faire un appel, je pense qu'au moins une fois sur deux j'ai une réponse. Et je pense que souvent les gens en fait vu qu'ils ont appris beaucoup via leur activité, ils ont l'envie de partager en fait. Ils ont envie de partager ce qu'ils ont appris parce que c'est naturel en fait. Les gens ont toujours envie de partager leur expérience. Donc ouais, la recommandation que je ferais à quelqu'un qui se lance, c'est n'hésite pas à contacter les gens, que ce soit dans ton domaine ou dans d'autres domaines. Et la plupart du temps, ils répondent. Cool, très cool. Troisième pilier, la monétisation, sujet croustillant. Moi, Ouais. ça, je t'avoue que ça me passionne encore plus que le SEO et l'édito. Est-ce que c'est ton cas également ou t'es plutôt, bah tiens, quel est ton pilier préféré justement? Euh, Clairement, alors, je pense que mon pilier préféré, j'hésiterais entre le SEO et la monétisation. C'est deux sujets qui me passionnent. Euh, Je pense que la monétisation, quand tu es un média de niche ou de taille moyenne, c'est indispensable de bien la travailler et de bien comprendre les différents leviers qui peuvent te permettre de développer ton modèle économique. Parce que c'est difficile en fait de rentabiliser un média. C'est difficile de trouver ces différents leviers et de bien les appliquer. Donc c'est vraiment un domaine qui mérite de s'y attarder. Et quand je te disais que j'échange souvent avec des médias dans différents domaines, euh, moi j'ai souvent discuté avec des médias qui ont des trafics similaires aux miens et qui monétisent 10 fois moins. Euh, Parce qu'ils n'utilisent pas correctement tous les différents leviers qui sont à disposition d'un média. Euh, c'est marrant parce que quand tu es un média, le premier levier que tu vas avoir en tête souvent, c'est les ads, c'est mettre des bannières. Euh, et moi, de mon expérience, c'est ce qui a été le moins rentable pour nous. Euh, on a fait bien sûr du Google Ads pendant un moment. On en fait toujours d'ailleurs, mais ça représente pas plus de 5% de notre revenu en fait les ads. Euh, Parce que quand tu as un trafic qui est hautement qualifié, donc quand tu as un média de niche sur une thématique spécifique, euh, tu peux très bien monétiser tes visiteurs parce que tu sais exactement ce qu'ils attendent. Donc, il vaut mieux se diriger vers des outils de monétisation qui sont plus ciblés sur une typologie d'utilisateurs plutôt que de la bannière qui sont un peu passe-partout. Et puis en plus, bon, ça rémunère pas très bien aujourd'hui Google Ads, je trouve. Euh, donc le premier en fait, le premier levier évidemment, c'est l'affiliation. L'affiliation, donc tu envoies un visiteur vers une marque. Si ce visiteur achète, tu gagnes de l'argent, tu gagnes une commission. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a assez rapidement développé. Je pense que c'était particulièrement bien pour un site comme le nôtre parce que
on avait vraiment du trafic, on avait vraiment des visiteurs qui étaient prêts à acheter. Les gens qui venaient se renseigner sur le box mensuel, dans quel état d'esprit ils étaient? Ils se disaient, OK, à quelle box je vais m'abonner? Donc, à partir du moment où tu leur dis à quelle box s'abonner, en leur donnant de l'information de qualité, ils s'abonnent. Du coup, on était un peu le dernier maillon avant que la personne s'abonne. Ce qui veut dire que l'affiliation a assez rapidement bien marché pour nous, même si on a eu quelques frustrations. De manière générale, ça a très bien marché. Je pense que pour que l'affiliation marche sur un site, il faut penser l'interface utilisateur pour l'affiliation. Tu vois, je me baladais sur des sites qui faisaient de l'affiliation, mais où finalement, tu savais pas où cliquer pour acheter. Il faut que quand tu es sur une page qui parle d'un produit, quel que soit l'endroit où tu es sur la page, tu saches où cliquer, sur quel CTA cliquer pour aller sur le site de l'annonceur. Donc il faut vraiment avoir, tu vois, un bouton qui soit clairement visible, que quand tu scrolles, il soit toujours présent et qui te permette de convertir au moment où tu es prêt. Donc il faut vraiment penser son interface pour l'affiliation. Ce qui n'empêche pas derrière de mettre bien sûr des liens dans le contenu, de répéter les CTA, mais il faut avoir un endroit fixe où le mec sait où se retrouver et où cliquer. Donc voilà, pour nous, l'affiliation, en tout cas, ça a très rapidement représenté plus de 50% de notre revenu. On a eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'acteurs dans le domaine des box mensuels, ce qui fait qu'on a pu travailler avec beaucoup de partenaires différents. Je dirais que l'affiliation, c'était à la fois bien pour nous, mais à la fois un problème dans le sens où, dans le domaine des box mensuels, on travaille avec beaucoup de petites entreprises. Et les petites entreprises, elles n'ont pas toujours les moyens techniques ou les moyens financiers pour intégrer un programme d'affiliation. Parce que intégrer un programme d'affiliation, ça demande de la technique, ça demande du suivi, ça demande du savoir-faire, ça demande souvent qu'il y ait une personne technique dans l'entreprise. Et nous, on s'est retrouvés avec beaucoup de partenaires qui savaient pas ce que c'était l'affiliation et qui n'avaient pas forcément l'envie de mettre en place un système complexe d'affiliation. C'est pour ça que nous, de plus en plus, on propose maintenant des partenariats au clic avec notre propre plateforme en interne. Je pourrais t'en dire un peu plus par la suite, mais nous, la deuxième strate la plus importante pour nous, c'est des partenariats au CPC avec des partenaires, et c'est des partenariats qu'on fait en direct, sans passer par une plateforme tierce, via un outil qu'on a développé en interne. Par la suite, un autre outil de monétisation qu'on a, c'est les abonnements. Donc, on propose des abonnements trimestriels au box pour avoir une fiche sur nos sites. Donc ça nous permet aussi d'avoir un revenu qui est fixe et qui est récurrent. Et après, on a le classique kit média. Donc, kit média où on va mettre des corners, des mises en avant, des coups de cœur en page d'accueil, des habillages. Donc, on propose directement aux marques. Juste sur les temps forts, par exemple, la fin d'année ou toute l'année, tu proposes des mises en avant pour les marques? Alors, on le propose toute l'année, mais évidemment, ça marche très bien, principalement pour fête des pères, fête des mères, Noël, Saint-Valentin. Mais on le propose toute l'année. Après, ouais, on est la plupart du temps 100% booké au moment de Noël. Le reste du temps, il y a souvent de la dispo là-dessus. Je pense qu'on a essayé aussi d'autres modes de monétisation qui n'ont pas forcément marché. On a essayé par exemple le D2C, direct to consumer, c'est-à-dire qu'on s'est dit, puisque les gens viennent sur notre site pour acheter une box mensuelle et que on va dire dans 50% des cas, c'est pour offrir une box mensuelle, parce que la box mensuelle, c'est un beau cadeau à offrir. Pourquoi on proposerait pas une carte cadeau qui permette à la personne qui la reçoive de choisir sa box mensuelle? Donc toi, par exemple, tu veux offrir un cadeau à ton père, tu vas sur le site, tu achètes la carte cadeau sur notre site, et après ton père peut choisir la box de son choix. Donc c'était vraiment un modèle sympa qui apportait de la valeur à l'utilisateur, mais on s'y est pas vraiment retrouvé. On s'est retrouvé avec beaucoup de SAV, et je pense que c'était pas notre ADN de faire de la vente directe au consommateur final. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas trouvé beaucoup de satisfaction au bout du compte et qu'on a arrêté au bout d'un moment. C'était super intéressant de tester, en tout cas. Est-ce que Ouais. tu as testé d'autres choses qui ont fonctionné ou pas fonctionné? Euh, ouais, on a essayé aussi de faire un peu, de proposer des outils pour les créateurs de box, pour les gens qui voulaient créer une box. On a notamment créé une master list, c'est-à-dire une liste de tous les acteurs par lesquels tu peux passer quand tu crées ta box mensuelle. Ça peut être des logisticiens, packaging, création de site, outils marketing.
Donc on a fait une liste comme ça qu'on vendait. Là aussi, c'était intéressant. Mais je pense que philosophiquement, j'appréciais pas ce modèle qui se rapprochait peut-être un peu trop du modèle de la vente de formation, qui est pas un modèle que je porte particulièrement dans mon cœur. Du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, en plus, ça nous rapportait pas des masses. On s'est dit, cette liste, on a mis du temps à la faire, elle est de qualité, et si on la met à disposition gratuitement, ça ne fera qu'encourager le domaine des box mensuelles dans sa globalité à s'améliorer, ce qui nous apportera finalement, parce que nous, évidemment, notre site évolue avec le marché. Plus le marché est sain, plus notre site grandit. Donc, on a finalement décidé cette master list de la proposer gratuitement aux box. Ok. J'aimerais qu'on revienne sur l'affiliation parce que je pense que c'est un peu la monétisation évidente pour les box. J'imagine que vous avez des très bons taux de conversion. Alors ça dépend bien entendu de plein de facteurs, le e-commerce, s'il est optimisé, la période, etc. Ouais. Mais pour avoir fait un peu d'affiliation sur les box, vraiment ouais, c'est un domaine qui est intéressant. Les CPA, donc les commissions sont quand même assez intéressantes. Mais tu t'es quand même dit, non, c'est pas assez satisfaisant, tu as poussé le truc et donc tu as développé ton propre outil interne qui permet de passer des plateformes d'affiliation, d'intégrer directement des deals avec les partenaires. Ouais, j'étais assez impressionné quand on a préparé ce podcast de jusqu'à où tu as réussi à pousser le concept. Et je pense qu'on l'a pas assez présenté. J'aimerais vraiment qu'on plonge un peu là-dedans si tu veux bien. Ok. Euh, ouais, alors, en fait, c'est vrai que sur l'affiliation, c'est vraiment un domaine qui fonctionne très bien avec certains partenaires, mais on a rencontré pas mal de frustrations. Je pense que notre plus grosse frustration, qui était la plus évidente, c'était quand des marques nous contactaient et voulaient être sur notre site, mais n'avaient aucun programme d'affiliation mis en place. Et souvent, ça peut être, c'est des petites entreprises et tu leur dis, bon, alors, faut que vous créiez un programme ici. Après, il faut que vous fassiez une intégration technique. Tout ça pour être sur mon site. C'était compliqué comme message pour les petites entreprises qui nous contactaient. On voulait avoir vraiment une offre simple à proposer qui permette à la marque qui nous contacte en un clic de commencer à travailler avec nous. En parallèle de ça, on a aussi décidé de plus en plus de vendre notre trafic au clic plutôt qu'à la vente. Je pense que ça, c'est aussi le résultat de toutes les mises à jour de la CNIL récentes qui font que euh, avec la protection de la vie privée de l'utilisateur, on perd de plus en plus de conversions qui ne sont pas traquées. Je te donne un exemple. La CNIL aujourd'hui te permet pas de suivre un utilisateur si cet utilisateur refuse la bannière cookie. Jusqu'à il y a quelques années, la CNIL disait que tu pouvais pas déposer de cookies. Donc les plateformes d'affiliation utilisaient d'autres méthodes de tracking, comme l'adresse IP ou ce genre de choses. Depuis les dernières mises à jour des règles de la CNIL, on parle plus de cookies, on parle de suivi de manière générale. Donc, ce qui veut dire que moi, je me suis retrouvé avec des partenaires qui, du jour au lendemain, mettaient en place les recommandations de la CNIL, et nous, on perdait 30% de nos conversions. Mais on n'avait aucune proposition de ces acteurs pour contrebalancer cette perte. Parce que finalement, les marques s'en préoccupaient pas plus que ça. Donc, il y avait quand même ce problème aussi de, en fait, une intégration technique avec l'affiliation qui est côté annonceur. Et nous, en tant qu'affiliés, en tant qu'éditeurs, c'est une boîte noire pour nous. C'est-à-dire qu'on peut pas aller voir vraiment ce qui se passe côté annonceur. On peut pas savoir quelle conversion on perd. On a aussi des problèmes de certains annonceurs qui faisaient de la déduplication, mais là encore de manière totalement obscure. Et souvent, quand tu as un annonceur qui fait de la déduplication, on va se retrouver à être le dernier maillon dédupliqué. Ce qui veut dire que si tu as un utilisateur, par exemple, qui passe d'abord par Google Ads et après par notre site, vu que l'annonceur peut pas retirer Google Ads parce que tu peux pas dire à Google, là non, ce clic je le paye pas parce qu'il est passé par l'affiliation, bah, du coup, nous, en tant qu'affiliés, on est souvent la conversion qui se fait dédupliquer. Euh, on avait aussi de plus en plus d'impact des bloqueurs de publicité. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui font que en affiliation, on perdait une certaine confiance dans la capacité de nos annonceurs à correctement traquer les ventes. À part pour certains avec qui ça marche bien, avec qui c'est sérieux, donc il faut bien sélectionner les annonceurs. Mais dans la plupart des cas, on s'est dit, on va commencer à proposer en direct un partenariat au clic. On veut que le clic, en fait, soit traqué avant que l'utilisateur arrive sur le site de l'annonceur. C'était hyper important. Ça veut dire que on ne veut plus dépendre finalement d'une intégration technique correcte
côté annonceur. On voulait aussi que ça soit simple et efficace et extrêmement rapide. Donc, j'ai développé une plateforme en interne qui s'appelle Linkaway, qui me permet, en fait, quand un annonceur me contacte, de lui proposer un coût par clic, disons 40 centimes. Et à partir du moment où l'annonceur l'accepte, dans ma plateforme, je vais pouvoir créer un contrat, envoyer ce contrat à l'annonceur, et l'annonceur, en un clic, va rentrer son IBAN, valider le contrat, donc mon contrat sur mesure, et à partir de là, on peut lancer le tracking des clics, et ma plateforme va automatiquement faire un direct debit, donc un prélèvement SEPA, sur le compte de l'annonceur tous les mois du nombre de clics qui a été traqué. L'avantage de cette solution, c'est que on peut mettre en place des partenariats au clic en 10 minutes. Entre le moment où je reçois le premier mail d'un annonceur et le moment où on commence à traquer les clics, il peut se passer une demi-heure. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant quand un annonceur nous contactait sans programme d'affiliation. Donc ça nous a permis extrêmement rapidement de signer vraiment beaucoup d'annonceurs parce que nous, on était souvent contactés par des marques qui connaissaient pas l'affiliation et ça nous apportait rien finalement de les diriger vers des plateformes qui étaient peut-être un peu trop complexes par rapport à leur taille plutôt que de leur proposer un partenariat simple au clic et qu'on pouvait mettre en place immédiatement. Je pense que la partie prélèvement SEPA, ça a été clé aussi, dans le sens où, puisque cette plateforme fonctionne en prélèvement SEPA, à partir du moment où tu lances un partenariat au clic avec un annonceur, ça roule tout seul et il n'y a qu'en cas de problème que l'annonceur doit faire une action. Alors que souvent, dans les autres types de partenariats où l'annonceur paye par virement avec un tracking à la conversion, c'est l'annonceur qui doit manuellement te payer et c'est là que tu peux te retrouver avec des retards de paiement ou d'autres difficultés qui sont un peu inhérentes à ta volonté. Je pense qu'aussi, ce qui nous a poussé vers le CPC, c'est qu'on s'est retrouvé avec des annonceurs avec des taux de conversion qui étaient juste imprévisibles. Tu vois, tu vas avoir des annonceurs qui te disent je te paye 20 euros par conversion, tu lui rapportes 3000 visiteurs et tu te retrouves avec 4 conversions. C'est pas possible en fait. Et tu sais que soit c'est son site qui convertit pas, mais c'est pas ta faute, soit c'est son tracking qui fonctionne pas, mais encore une fois, c'est pas ta faute. Et c'est là que c'est hyper important pour nous d'être souverain sur notre tracking du clic et d'être sûr que ça fonctionne en fait, d'être sûr d'être payé pour chaque visiteur que tu envoies, de ne pas dépendre de son taux de conversion derrière. Et en tout cas, voilà, le développement de cette plateforme, ça nous a beaucoup apporté en termes de rentabilisation. Et en fait, ça nous a tellement apporté qu'on a commencé à en parler avec d'autres éditeurs. Ça fait maintenant un peu plus de 8 mois qu'on a lancé ça sous forme de SaaS et qu'on le propose à d'autres éditeurs qui l'utilisent. Et on a déjà des éditeurs qui fonctionnent très bien avec cette plateforme. Tu vas te faire des amis parmi les plateformes d'affiliation? Alors, je pense pas que cette plateforme en fait rentre en concurrence avec les plateformes d'affiliation. C'est un peu là ce que je me suis dit au début. En plus, moi, je connais très bien le fondateur d'Affiliate, qui est une des grosses plateformes en France. Donc, j'en ai parlé avec lui. En fait, on cible un type d'annonceur hyper différent. Je pense qu'aujourd'hui, les plateformes d'affiliation ciblent les annonceurs qui sont plutôt bien implantés, qui sont des gros e-commerçants ou des grosses marques qui sont vraiment adaptés au modèle de l'affiliation. Quand ma plateforme, au contraire, elle permet aux éditeurs de signer des petits annonceurs sur lesquels avant, finalement, ils auraient même pas essayé de les signer parce que ça en valait pas la peine. Ils savaient que le tracking allait être compliqué, que la mise en place allait être laborieuse. Donc, notre outil, il apporte plutôt une nouvelle opportunité aux éditeurs sur des annonceurs qui n'étaient pas forcément ciblés jusqu'à maintenant. Top. Ah, ça a beaucoup de sens, effectivement. Mais pour être clair, là, tu fais plus du tout d'affiliation? Si, alors on fait toujours beaucoup d'affiliation. L'affiliation, ça représente toujours une part importante de notre revenu, mais on va dire qu'on sélectionne mieux nos partenaires en affiliation. Aujourd'hui, un partenaire en affiliation, on s'assure d'avoir un EPC, donc un earning per click, ce qu'on gagne à chaque clic, qui est à un certain niveau. Et si on n'est pas à ce niveau, soit on arrête, soit on passe en direct au clic. Mais on va dire on sélectionne bien mieux nos annonceurs en affiliation et on a beaucoup plus d'annonceurs sur lesquels on préfère passer en direct parce que on maîtrise tout simplement la totalité de la chaîne de valeur, du clic, du tracking du clic, au paiement, à la signature, à la contractualisation. Et puis tu as une grosse simplification, effectivement, au niveau gestion, au niveau comptable, etc. Le fait que ça soit prélevé directement, je trouve ça Ah, canon.
En fait, ça fonctionne de manière totalement automatisée et c'est ça qui nous a apporté une grosse valeur. C'est vraiment qu'une fois que le partenariat est en place, ça roule tout seul en fait. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, c'est pas une plateforme qui va te permettre de signer des annonceurs comme Nike, McDonald's ou Amazon. C'est vraiment une plateforme pour des annonceurs sur lesquels tu as une vraie relation directe et où tu as une vraie volonté de l'annonceur d'être présent sur ton site. Donc, faut quand même que tu aies ce rapport commercial avec l'annonceur pour que ça fonctionne avec une plateforme comme ça. Aujourd'hui, tu as donc d'autres éditeurs qui utilisent la plateforme. C'est toujours en phase de bêta, de test, ou c'est vraiment là, c'est dispo. Si on a des éditeurs qui nous écoutent, ils se disent, tiens, ça, c'est pas bête. J'aimerais l'utiliser, c'est open, ou tu es encore en phase de test? Alors, on est sorti de phase de bêta, on a fait 6 mois de bêta avec six éditeurs qui l'ont utilisé pendant 6 mois, qui nous ont fait leur retour. On a fait beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements, notamment dans la partie algorithme de tracking des clics, parce que c'est une partie qui est assez technique sur laquelle tu dois être sûr de faire sortir tout le trafic bot et tout le trafic qui n'est pas judicieux pour garder que le vrai trafic. Donc on a développé un algo qui s'appelle ClickBrain. Euh, et l'idée, c'était vraiment d'être sûr que notre tracking était fiable avant de sortir de bêta. Donc, on est sorti maintenant de bêta depuis un peu plus de 2 mois. Et donc, on ouvre maintenant à des nouveaux éditeurs. On commence à faire de l'onboarding de certains éditeurs un peu plus gros. Top. Bah, écoute, on mettra les liens. Rappelle-nous le nom. Linkaway. Linkaway, super. Est-ce que maintenant que tu as quand tu signes le contrat, par exemple, là j'ai une box, je te contacte, salut Michael, j'aimerais être sur ton site. Tu me dis, bah tiens, le CPC, il est à 40 centimes. Ouais. Toi, en tant qu'éditeur, est-ce que tu as déjà testé de l'arbitrage? C'est-à-dire, tu dis, ah, bah, attends, je vais gagner 40 centimes par clic. Si j'arrive à avoir des clics de Facebook ou d'une régie publicitaire quelconque à moins de 40 centimes, enfin, tu vois, ouais, faire de l'arbitrage classique, quoi, pour avoir du volume et ne pas être que sur du trafic organique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé ou ça n'a pas de sens sur ce... Euh, pour l'instant, on le fait pas. Je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours trotté dans un coin de la tête. On a certains tops sur lesquels on a des gros partenaires et sur lesquels on fonctionne extrêmement bien, sur des thématiques qui sont pas forcément liées au box mensuel. Et c'est des thématiques sur lesquelles, évidemment, vu qu'on sait qu'on fonctionne bien et qu'on apporte un contenu de qualité, pourquoi pas, en effet, acquérir du trafic via Facebook, via Google, pour par la suite les rediriger vers nos annonceurs. D'ailleurs, je connais des médias qui le font plutôt bien. Euh, on n'a pas passé le cap pour l'instant. Je pense que j'ai eu peut-être peur de dépenser plus que le revenu et surtout avec toutes les mises à jour aujourd'hui dans la capacité à faire du tracking de manière correcte, les mises à jour de vie privée, ça devient de plus en plus compliqué de correctement mettre d'un côté tes dépenses en acquisition et d'un autre côté tes revenus en affiliation ou en clic. Donc, il faut déjà être capable d'être sûr que tu es capable de correctement traquer ça avant de te lancer là-dedans. Ok. Bah écoute, c'est un bon... je pense que c'est une belle... une belle vision là de toute la monétisation. Il y a un autre sujet qui en fait partie, mais pas, c'est un peu annexe. Et c'est plus sur le B2B en fait, parce que tu avais lancé un podcast qui s'appelait Récurrence, Ouais. qui abordait justement le business des box mensuelles et des box à abonnement. Et tu m'as dit que ça t'avait vraiment permis de te faire un nom encore plus, une réputation encore plus ancrée dans le milieu. Et ça t'avait permis de t'apporter beaucoup de leads, en fait, de leads pour signer des clients. Est-ce que tu peux en parler? Parce que je pense que c'est une super technique que tu avais utilisée. Ouais, tout à fait. On a créé un podcast qui s'appelait Récurrence. Donc, le principe, c'était d'interviewer dans chaque épisode un créateur de box mensuel. Euh, franchement, c'était hyper intéressant. C'était une des meilleures choses qu'on ait faites pour le site parce que déjà, pour nos compétences, on a acquis toutes les compétences du domaine des box et on était bien plus autoritaire dans ce domaine. Après chaque épisode, j'avais l'impression de devenir un peu plus spécialiste dans le domaine des box et de la création de box. Mais surtout, ça nous a donné une visibilité en tant qu'experts dans le domaine, ce qui fait que jusqu'à maintenant, en fait, tous nos contenus, ils étaient à 100% dirigés vers les consommateurs de box. Et on a commencé à créer du contenu qui était dirigé vers les créateurs de box. Et
ça nous a tout de suite donné une visibilité qui faisait que chaque fois que quelqu'un créait ou voulait créer une box mensuelle, il tombait d'une manière ou d'une autre sur notre podcast, ce qui lui permettait de découvrir le site, ce qui renforçait aussi la confiance dans la qualité de notre contenu. Et par la suite, dès que la box était créée, souvent, ils se dirigeaient vers nous en disant comment on fait pour avoir notre fiche sur votre site maintenant, vu qu'on a beaucoup appris sur les différentes interviews. Ça a vraiment renforcé leur volonté d'avoir une fiche chez nous et de travailler avec nous. Donc clairement, quand tu as un site qui est plutôt sur une thématique B2C, créer une partie qui est plutôt à destination des créateurs des produits dont tu parles, c'est hyper efficace et ça te permet aussi de fortement renforcer ta relation avec tes annonceurs. Très cool, très cool. Ouais, ça, je pense que c'est sous-coté enfin, moi, j'ai un peu un biais parce que je viens de lancer des podcasts, donc forcément, mais je vois la force et je comprends le concept à fond. Et Ouais. ça s'applique à tous les domaines, en fait. Il y a plus d'industrie qui est trop petite, soi-disant, pour ne pas le faire. Alors, tu m'avais quand même dit qu'au bout d'un moment, t'avais fait la saison et puis après, bon, ça tournait un peu en rond, etc. C'est dû, je pense, à l'industrie dans laquelle tu es. Mais justement, ouais, tu peux, si tu voulais continuer, est-ce que tu ferais une autre saison? Tu aborderais une thématique plus générale ou t'es vraiment passé à autre chose et tu te dis, bon, maintenant, Je pense qu'on a fait 2 saisons. On a dû faire peut-être une vingtaine d'épisodes. Euh, Comme tu dis, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, une fois que tu as abordé 20 fois la question de la logistique d'une box mensuelle, 20 fois la question du packaging d'une box mensuelle, tu as peut-être fait un peu le tour de la question, parce que ça reste un thème qui est assez spécifique, la création de box mensuelle, alors que par exemple dans ton cas, le domaine des médias, c'est un domaine beaucoup plus large, avec beaucoup plus de sujets différents. Donc, il y a certainement plus de choses à dire, mais en effet, quand tu es sur un sujet très spécifique, il y a un moment, je pense que tu as besoin de faire une petite pause entre chaque saison. Pourquoi pas reprendre, mais il faudrait qu'il y ait des nouvelles choses intéressantes à dire et des nouvelles offres qui seraient intéressantes d'aborder. ok. Pour clôturer sur le pilier de la monétisation, qu'est-ce que tu Ouais. as dans les cartons là? T'as pas des petits trucs secrets qui seront plus du tout secrets une fois que tu l'auras dit sur le podcast, mais qu'est-ce qui te chauffe en ce moment? Est-ce que tu as des petites idées, des concepts sans rentrer dans les détails hein, si tu ne le souhaites pas, mais est-ce que tu réfléchis à d'autres angles? Euh, je pense que pour nous, le vrai défi, c'était de reprendre la main sur notre monétisation et notre tracking. C'est quelque chose qu'on a fait relativement bien avec Linkaway. Donc cette capacité à traquer au clic et surtout d'avoir la partie tracking de notre côté, la partie paiement de notre côté, la partie contractualisation de notre côté. Donc pour moi, ça a vraiment été le plus gros projet de monétisation sur lequel on a travaillé ces dernières années. Je pense que ça reste encore assez récent. Je vais prendre une petite pause avant de travailler sur un autre outil de monétisation. Cool. Écoute, c'est super intéressant ces trois piliers là. C'est toi qui es venu avec cette idée pour la préparation du podcast. Et écoute, je regrette pas d'avoir accepté parce qu'en fait, je viens juste de réaliser que tu as dit que tes piliers préférés, c'était le SEO et la monétisation. Ouais. Par contre, tu as souhaité commencer par l'édito. Et donc, je pense que tu es un média et c'est effectivement la base et tu as compris ça, tu vois. Je pense que si tu t'étais dit, moi je suis passionné de monétisation de SEO, tu avais tout misé là-dessus, tu n'aurais pas eu le succès que tu as eu aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Pas de contenu, pas de SEO, pas de monétisation. Hein. Ça part de là. Si t'es pas, si t'as pas d'abord, si tu n'as pas excellé dans le contenu, tu peux pas passer aux étapes du SEO et de la monétisation. Hmm, clairement. Ok, super. Bah écoute, on va arriver sur la fin. On pourrait aborder un thème un peu plus, comment dire, un peu plus général sur l'organisation, parce qu'encore une fois, tu es solopreneur. Pour l'instant, j'ai interrogé des gens qui sont dans des structures plus ou moins grandes, vraiment ouais, des groupes médias même. Toi, en tant que solopreneur, comment tu arrives à faire tout ça? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui t'a aidé? Et ouais, on va commencer par ça. Au niveau peut-être de la gestion de ton temps. Euh, ouais, je pense que quand tu es solopreneur, le plus important, c'est vraiment ton temps. Et c'est indispensable que tu comprennes rapidement que ton temps a une certaine valeur, en fait. Que 1 heure passée sur quelque chose, ça te coûte de l'argent et donc tu dois judicieusement choisir sur quoi tu passes du temps. Euh,
C'est marrant parce que moi, je suis vraiment un adepte de l'effet cumulé. L'effet cumulé, ça veut dire que chaque action que tu fais, elle doit non seulement créer un retour sur investissement maintenant, mais aussi en créer le mois prochain, les mois suivants, pour que comme ça, le mois suivant, quand tu travailles sur quelque chose d'autre, bah, tu as aussi les retombées de ce que tu as créé le mois précédent. C'est pour ça que j'ai jamais été fan, par exemple, c'est marrant, on a parlé monétisation, et j'ai pas parlé d'articles sponsorisés. Alors que pourtant, l'article sponsorisé, c'est un des piliers de la monétisation de beaucoup de sites de contenu. Nous, on n'en a jamais fait. On n'en a jamais fait parce que moi, dans ma tête, me dire, OK, je vais vendre 500 euros un article et le mois suivant, je repartirai à zéro, c'est quelque chose, c'est à l'opposé finalement de l'effet cumulé. Ça veut dire que tous les mois, tu dois reprendre à zéro toute ta stratégie pour créer toujours plus d'articles sponsorisés pour développer ton CA. Et je pense que pour optimiser son temps, il faut vraiment être dans un état d'esprit de créer des actions qui vont créer de la valeur sur la durée. Donc voilà, ça c'est vraiment ma philosophie clé. La deuxième, c'est de créer des process pour chaque situation. Je me rappelle quand j'ai lancé mes médias au début, quand j'avais un impayé, ça me rendait fou en fait. Ça me rendait fou. Je me disputais avec les partenaires, je les harcelais, email, coup de téléphone, et en fait, c'était des réactions qui étaient pas du tout réfléchies, qui étaient hyper impulsives. Et au bout d'un moment, j'ai compris que si tu ne crées pas un template de fonctionnement pour chaque situation, ça te coûte en énergie en fait de repenser ta stratégie chaque fois que tu es face à la même situation. Donc, à partir de ce moment-là, par exemple pour les impayés, on a créé une structure claire avec des étapes. Et en fait, non seulement ça a été plus simple et plus rapide de gérer les impayés, mais surtout, tu sais, au niveau du stress que ça t'occasionne, ça a fait disparaître la totalité de mon stress. Je me suis dit, ok, j'ai un impayé, étape 1, étape 2, étape 3, et je faisais de manière zen du coup, parce que j'avais plus ça me prenait plus personnellement aux tripes, tu vois. Et on l'a fait pour beaucoup de choses, ça, de se dire, ok, quand cette situation arrive, par exemple une situation, quand un test d'une box n'est pas appuyé par un contributeur, bah pareil, avant c'est un truc qui pouvait être une situation difficile à gérer pour moi, mais à partir du moment où tu crées des étapes claires, bah c'est plus simple, c'est plus rapide et surtout c'est beaucoup moins stressant. Donc ça aussi, ça a été clé. Euh, savoir dire non. Savoir dire non aussi, c'est hyper important. Te dire, ok, ça, est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que j'ai pas envie de le faire? Et vraiment réfléchir à, pour chaque proposition qu'on te fait, est-ce que vraiment ça t'apporte de la valeur ou est-ce que tu dis oui sans réfléchir ou est-ce que tu dis oui pour faire plaisir? euh, voilà, et bien sûr, bah, comme beaucoup, je pense, rester lean. Ça, c'est hyper important. Je pense que tous les médias qui sont basés sur un trafic SEO, rester lean, c'est hyper important parce que le SEO, bah, comme d'ailleurs les réseaux sociaux et plein d'autres choses, ça va, ça vient. Tu sais jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et moi, je l'ai vu avec trop de sociétés. Des mecs, tu vois, par exemple, pendant le Covid, des boîtes qui se sont mis à recruter 10 personnes parce que leur business a explosé pendant le Covid et qui se sont retrouvés en après-Covid avec un chiffre d'affaires divisé par deux et une masse salariale qui était ingérable et qu'on mis la clé sous la porte. Donc, ouais, rester lean, c'est hyper important aussi. En ce qui concerne tous tes process, tu utilises certains outils. Et, par exemple, tu as un master de Notion où c'est très basique. Quels sont les outils que tu utilises? Euh, Ouais, alors Notion, j'utilise pas mal, mais ça devient un peu un classique maintenant. Notion, j'utilise pour faire les briefs pour mes rédacteurs beaucoup. En fait, ce qui est bien avec Notion, c'est que tu peux vraiment l'adapter à ton besoin de manière hyper précise, te faire des templates qui répondent vraiment à des workflows spécifiques. Euh, je pense que un gestionnaire de snippets, si j'aurais un truc à recommander, c'est un gestionnaire de snippets. Je sais pas si tu vois ce que c'est un snippet. C'est un bout de texte que tu réutilises souvent. Ok. Et en fait, je suis souvent étonné en fait de voir que beaucoup de gens n'utilisent pas ça, alors que c'est un truc qui te change la vie. Imagine que, alors je vais partir du très simple et après on passe au plus compliqué. Le très simple, tu réécris ton adresse email quasiment 10 fois par jour. Est-ce que tu la réécris à chaque fois? Ben moi sur mon clavier, j'ai un raccourci qui écrit mon adresse email d'un coup. Tu vois, c'est @l.
Et un gestionnaire de snippets, ça te permet de créer des bouts de texte que tu réutilises souvent et de déclencher par la suite ces bouts de texte à partir d'un raccourci clavier. Donc ça passe de trucs très simples, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de carte bleue, mais après ça va être des bouts d'email. Par exemple, moi, chaque fois que quelqu'un m'envoie un email en me disant j'aimerais bien être ajouté sur votre site, je suis une box mensuelle, ben moi je vais juste faire un raccourci clavier et j'ai ma réponse qui va se coller automatiquement. Et pour quasiment tous les cas, pour tous les cas qui reviennent relativement souvent, j'ai un snippet qui est prêt et juste un raccourci clavier à faire et ça m'économise un temps dingue. Donc un gestionnaire de snippets, c'est la base. C'est une extension Chrome? Alors moi je suis sur Mac, j'utilise Alfred, Ok, mais Alfred est payant, sinon tu peux utiliser celui de Recast sur Mac qui est gratuit, qui est très très bien aussi. super. S'il y a un média qui veut une petite formation là-dessus, c'est gratuit, c'est pour moi. Ok, top. On mettra les liens. On mettra les liens. Est-ce qu'il y a Euh, tu as parlé? Ouais. Un autre petit outil aussi, parce que j'en profite, je parlais des impayés tout à l'heure. Ouais. Ruby Payer. Ruby Payer, c'est génial. En fait, Ruby Payer, ça, c'est vraiment un truc qui est rentré dans mon workflow sur les impayés. C'est-à-dire que quand tu as un annonceur sur lequel tu as un peu épuisé tes étapes de relance, tu vas mettre ta créance chez Ruby Payer. Les mecs vont prendre une commission et vont gérer toute la partie recouvrement. Et c'est hyper bien fait. Et les mecs recouvrent 50-60% des factures que je leur envoie. Ils prennent une commission assez honnête et ils n'ont pas de frais fixes. S'ils ne recouvrent pas la facture, ils prennent zéro. Et ça, c'est vraiment un service qui m'a changé la vie. Ok. Ah, donc tu avais quand même pour faire appel à ce type de service, j'imagine que tu avais des impayés quand même assez importants. Euh, je pense que à partir du moment où tu travailles avec, nous, on travaille avec plus de 300 partenaires. Euh, à partir du moment où tu travailles avec beaucoup de partenaires, avec des sommes variées, et surtout de taille variée, tu vas forcément te retrouver dans certains cas avec des impayés pour différentes raisons. Euh, donc oui, ouais, c'est quelque chose qui arrive plus ou moins régulièrement. Après, tu as les impayés qui sont faciles à recouvrer, comme les impayés où c'est simplement le partenaire qui a oublié, ou alors tes mails qui tombent dans ses spams. Et bah, tu as les impayés aussi qui sont des boîtes qui s'arrêtent. Et là, t'as pas grand-chose à faire malheureusement. En ce qui concerne les livres qui ont eu un effet ou un impact sur ton business, tu as parlé de l'effet cumulé, c'est un livre également, je crois. Il y a un livre sur cette thématique. Alors, c'est un concept que tu trouves dans beaucoup de livres de développement personnel, l'effet cumulé. Je sais pas s'il y a un livre qui est dédié à ce sujet, faudrait que je regarde. Mais ouais, moi, c'est juste un concept sur lequel je suis tombé pas mal de fois dans différents bouquins que j'ai lus. Et c'est un truc qui m'a tout de suite plu parce que je pense que j'ai toujours été dans cet état d'esprit de me dire euh, un effort fait une fois doit avoir des répercussions par la suite de manière régulière. Oui, tu me disais, pardon, en termes de livres que je recommande, euh, je pense que bah, il y a bien sûr le fameux La semaine de 4 heures, qui est un peu une bible de beaucoup d'entrepreneurs. Malheureusement, je pense qu'il a un tout petit peu mal vieilli. Moi, j'ai lu ce livre quand j'étais encore étudiant. Et à l'époque, c'était genre une révélation. Je me suis dit, waouh, il y a des concepts géniaux là-dedans. Mais tu vois, il te donne des conseils qui sont plus vraiment au goût du jour, quoi. À l'époque, c'était embauche un assistant personnel pour faire ça. Quand aujourd'hui, il y a plein d'outils qui font beaucoup mieux. Euh, je pense que la semaine de 4 heures, en fait, a bien posé les bases de l'optimisation de son temps, même si quelqu'un qui le lit aujourd'hui peut se dire que c'est un peu dépassé parce que c'est pas adapté à l'ère du web. Euh, Plus récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle La 25e heure, qui était hyper sympa. La 25e heure, c'est un livre qui a été... C'est des mecs qui ont interviewé une centaine d'entrepreneurs qui donnent leurs tips de productivité. Et je trouve que souvent, tu vois, les livres de développement personnel, c'est beaucoup de tartinades. Tu vois, beaucoup de tartinades et tu as l'impression que le mec en finit pas pour un concept simple. Et la 25e heure, c'est vraiment l'opposé. C'est, tu as l'impression que le niveau de condensation des conseils fait que tu apprends 1000 trucs par page. Donc la 25e heure, c'est vraiment un très bon livre à lire. Très cool. Et dans les parties, j'aime bien aussi tout ce qui est biographie d'entrepreneur. J'ai beaucoup aimé le livre sur Quel coup. T'as connu Quel coup? Ouais, ouais, j'ai connu quelques ouais. Un des premiers comparateurs de prix en France. Mhm. Bah, t'as un livre qui s'appelle La Success Story de Quel coup par le fondateur Pierre Chapaz. C'est un retour dans les débuts de Quel coup. Et en fait, tu peux beaucoup apprendre dans les erreurs et les succès passés.
Donc je recommande le livre sur quel coup, le Pierre Chapaz. Ah, très cool. En plus, c'est une boîte française. Ouais, tout à fait, ouais, qui a été racheté par Yahoo. Ok. Ah, super, quel coup. Ça me replonge dans les années quoi, 2000. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ah, très cool. Bah écoute, j'avais peur que tu cites la biographie de Musk ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, là, tu cites un entrepreneur français, c'est super cool. Je vais pas te mentir, je les ai lus, hein, les Ok. Musk et Steve Jobs de Walter Isaacson, mais je me suis dit que j'allais être un peu plus niche dans mes recommandations. Ouais, et puis quel coup ça reste l'affiliation. Enfin, c'était au CPC, mais Exactement. ok, ok. Un autre petit, celui de Marc Simoncini, Une vie choisie, sur l'histoire de Mythique, excellent aussi. Et en plus, on reste sur de l'histoire française, du coup. Très cool. Oh, on a des entrepreneurs de talent en France. On a souvent l'impression qu'il faut aller chercher aux US pour s'inspirer. Mais on a vraiment je sais pas, on a un génie entrepreneurial aussi en France, je trouve. Ouais, Et c'est clair. alors à une échelle différente, la culture est différente et tout, mais je trouve que ouais, faut vraiment être fier de notre espace entrepreneurial français. Et surtout la nouvelle génération. Moi, enfin, je parle comme un vieux là, mais j'ai 41 ans, t'en as 39, on n'est pas si loin. Mais Ouais. moi, je suis épaté là par la nouvelle génération, les gens qui ont 20, 25, qui ont déjà revendu des boîtes, enfin même des projets, tu vois, même des sites de dropshipping. Alors, ceux qui se sont dit, ah, le dropshipping, c'est plus pour moi, je fais ça, je fais ci, etc. Ils ont faim, quoi. Ils ont faim, Ouais, les jeunes ont les dents longues maintenant. ah, ouais, c'est fou. Ouais, c'est impressionnant. Ils y Ouais. vont à fond, et justement, toi, en tant qu'entrepreneur, on en parlait un peu aussi en préparant ce podcast. Comment tu arrives à toujours chaque matin, à te réveiller et te dire, bon, allez, on y va, tu vois, à garder cette motivation pour toujours dépasser pour aller chercher les prochaines étapes. Je pense que c'est une passion différente de quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'étais juste affamé, quoi. J'avais une faim de créer qui était insatiable. Je pouvais passer des nuits blanches à bosser sur mes sites. Je m'arrêtais pas. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ouais une volonté de créer des choses qui sont utiles, qui apportent de la valeur à l'écosystème. Mais je suis peut-être moins un acharné au jeu. Enfin, j'ai aussi une famille, plein de choses qui font que tu peux pas travailler de la même manière que quand tu débutes. Ok. On va passer aux questions de fin. Est-ce que tu as encore 10 minutes? Ouais, bien sûr. Super. On parlait d'outils. On a parlé des outils que tu utilises, donc qui existent. Quel est l'outil que tu rêverais d'avoir là dans ta toolbox d'entrepreneur et qui n'existe pas? Ouf. Je l'ai pas préparé celle-là. Écoute, s'il y a un truc. euh, En fait, bah, moi du coup, ça fait 10 ans que je fais de l'affiliation. Et un truc que j'ai remarqué souvent, c'est que quand tu as un programme qui se met à déconner, par exemple, tu as un annonceur qui change sa bannière cookie et ça fait chuter ton taux de conversion du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi. Ou alors un annonceur qui fait une refonte de son site et tu as son tracking qui saute. Toutes ces petites anomalies, des fois tu mets 3 mois, 6 mois à t'en rendre compte. Mhm. Et en fait, j'aimerais bien un outil qui suive mes performances en affiliation, mais surtout qui me dise, t'as remarqué que ce mec, par rapport au mois dernier, t'as son taux de conversion qui a baissé de 25%, ou t'as remarqué que les clics sont plus traqués. Tu vois, un outil qui est capable de te dire quand il y a des anomalies, que ce soit au niveau de ton tracking, mais aussi même au niveau de ton trafic. Un outil qui dise, attends, cette page-là, avant les gens ils restaient 2 minutes 30, maintenant il reste 1 minute 20. Donc, un outil qui pourrait être boosté à l'intelligence artificielle, vu que c'est un peu la tendance du moment, et qui soit capable de faire une vraie analyse d'anomalies sur tes canaux de monétisation et sur ton trafic. Ah, très cool, très cool. S'il y a des devs qui nous écoutent, ça pourrait être un outil effectivement top pour les éditeurs, surtout Ouais. quand tu dois gérer une centaine ou plus d'une centaine de partenaires. Tu peux pas le faire à la mano, quoi. Ah, c'est clair. Et enfin, moi, je compte plus le nombre de fois où je suis tombé dans des situations frustrantes où tu te rends compte qu'il y a un truc qui déconne, mais depuis 9 mois, et tu t'en rends compte, tu vois, aujourd'hui. Ouais, Et ouais. c'est hyper frustrant quand tu es dans ces situations. Ok, très cool. Quelles sont les tendances dans la... Allez, on va se centrer bah, dans les médias là, qui te stimulent le plus en ce moment. Par tendance, tu veux dire les nouveaux modes de médias ou plutôt les thématiques sur lesquelles il faut se lancer?
Alors, on va dire les thématiques. Je pense que si je devais me lancer sur une thématique aujourd'hui, je serais pas mal sur la puériculture, l'enfance. Ok. Tu vois, je vis au Royaume-Uni et j'ai l'impression qu'ici, ils sont beaucoup plus avancés sur cette thématique au niveau média. T'as des médias qui sont hyper bien faits. Genre quand t'as un bébé qui t'explique semaine par semaine à quoi t'attendre, qui te donne des conseils, que ce soit au niveau éducation et autres. Et je trouve, j'ai pas trouvé de médias qui soient vraiment qualitatifs et innovants sur l'enfance en France. Ok. Est-ce que tu pourras me donner les liens, comme ça on mettra en description? Carrément. Hop. Ok. Quel est le groupe média ou le média qui t'inspire le plus? Et ça peut être français, étranger, peu importe. Je pense que un média qui m'a beaucoup influencé et qui a d'ailleurs été le résultat de beaucoup de choix qu'on a fait sur nos sites, c'est Wirecutter. Mhm. Tu vois ce que c'est Wirecutter? C'était un site aux US qui faisait beaucoup de top sur différentes thématiques, mais avec un vrai travail de précision sur les recommandations produits. Et les mecs ont été tellement bons au niveau SEO que le New York Times les a rachetés pour plus de 30 millions de dollars. Donc c'est une vraie success story américaine. D'ailleurs, je regardais il y a pas longtemps leur performance SEO et même eux, tu vois, ils sont pas passés à travers la mise à jour de Google. Je pense qu'ils ont bien perdu 25% de leur trafic. Donc tu vois, même les stars aux US passent pas au travers. Mais ouais, Wirecutter, en termes de recommandations produits, ça a toujours été ma référence. Euh, et après, des médias plus que je lis au quotidien, The Verge, je suis un fan de The Verge, j'adore les nouvelles technologies, donc grand lecteur de The Verge. Wirecutter, pour moi, il y a eu un avant et un après. Quand il y a eu l'annonce du rachat par New York Times, et effectivement 30 millions, ça a mis l'affiliation quand même au devant de la scène. Avant, c'était un peu un truc. Les annonceurs ils disaient ouais, mais les affiliés, on sait pas trop, c'était pas très transparent, t'avais des problèmes d'image de marque, etc. Wirecutter, il est arrivé, Brian Lam, c'est le fondateur. Il est arrivé avec un concept. Ok, on va vraiment faire du bon contenu, quoi. On va pas Ouais, faire le MFA classique. Et il a pris les choses au sérieux, mais un sérieux qui était presque trop poussé. Parfois, il faisait enfin, je peux exagérer, mais il faisait des tests de pince à linge, quoi. Enfin, c'était trop poussé. Tu fais 4000 mots sur exact. un aspirateur robot, je veux bien, mais sur des pinces à linge, tu vois. Mais clairement, c'était ça, tu vois. L'autre fois, je Ouais. regardais, il faisait des tests sur des chaussettes, tu sais, invisibles, des chaussettes que tu mets pour faire du sport. Ouais, j'étais étonné sur le niveau de petits produits sur lesquels ils faisaient des tests hyper documentés. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Et ça coûte une blinde pour un média de faire un test sur Ouais. ce genre de produit. Non pas de l'achat de produits, mais il faut que tu payes des rédacteurs. Et les rédacteurs qui font ce genre de, 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 de contenu, c'est cher, quoi. C'est Ouais. chronophage, c'est cher. Mais Tout à fait. c'est assez fou. Ils sont passés sur un modèle par abonnement, d'ailleurs. Au-delà de Ah oui, 10 ils ont articles. bloqué leur contenu maintenant pour ils ont fait du paywall. Ouais, ouais, c'est ça. À partir de 10 articles lus, donc t'es large quand même. Mais t'as un paywall. Fallait oser quand même sur du top produit, mais Ah, c'est c'est vrai vrai. qu'ils ont une telle autorité aux US, puis ils ont New York Times derrière, donc Non. pourquoi pas. Très beau succès. Le fondateur, là, je crois il vit à Hawaï. Et il passe Ouais. son temps, ouais, j'ai retrouvé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a lancé? En fait, j'ai fouillé, j'ai fait le stalker un peu sur LinkedIn, il poste rien. J'ai retrouvé son Instagram. Et en fait, il a une passion pour la menuiserie. Et donc, il passe ses Yes. journées à faire des meubles en bois, etc. Et c'est dingue, quoi. Changement de vie. Ouais. Euh, ouais, donc ouais, The Verge. Newsletter aussi, on en parlait tout à l'heure, celle de Dot Market, elle est vraiment sympa. Je trouve que Mm. Kevin de Dot Market, il fait vraiment un bon boulot pour sélectionner les actualités qui comptent dans le domaine des médias. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être une des seules newsletters que je suis dans le domaine des médias, pour te dire. Ouais, puis il fait un super bon taf aussi pour évangéliser le marché. Et c'est assez marrant aussi de le suivre sur LinkedIn, parce qu'il n'hésite pas à mettre des commentaires parfois un peu piquants. Ouais, Euh, j'ai vu. et il prend des risques, Kevin, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Ah, le Ouais, truc, c'est que sur LinkedIn, rares sont ceux qui font preuve d'honnêteté, de vraie honnêteté. c'est vrai. Et il en fait partie, donc ouais, c'est rafraîchissant, c'est clair. Ouais, c'est cool, très cool. Euh, bah, la suite là pour toi, qu'est-ce que c'est? Tu continues à fond sur Grenadia, tu as Linkaway, t'as un désir de peu à peu faire du SaaS? Ouais, alors évidemment, Grenadia, ça reste l'activité principale. Linkaway, on est très chaud en ce moment, on a des super retours des éditeurs qui commencent à nous utiliser.
Donc ouais, clairement, on passe à la deuxième phase là en termes de croissance. Sachant que je suis pas solo entrepreneur sur Linkaway, j'ai des associés du coup qui sont plus sur la partie tech. Euh, et en parallèle, je fais aussi un peu d'investissement seed, pré-seed dans quelques entreprises que je suis et sur lesquelles je peux apporter mes compétences. Très cool. Est-ce que tu cherches des partenaires, des contributeurs, ouais, Euh, alors, je cherche pas des partenaires, par contre, je suis toujours à la recherche de médias avec lesquels je peux échanger, avec lesquels on peut partager nos bonnes méthodes, que ce soit pour la monétisation, le contenu ou juste même échanger sur notre vision des médias. Donc là encore, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. ok. Donc, meilleur moyen, LinkedIn. Tu fais pas Ouais. de Twitter, Alors, je suis très très peu réseaux sociaux. C'est vrai que tu vois, on a passé plus d'une heure à parler. Je crois qu'on n'a pas une seule fois abordé les réseaux sociaux. Euh, et en fait, que ça soit pour mes médias ou en perso, ouais, j'accroche pas au modèle. Je, et c'est dommage parce que j'aurais pu bien développer la partie réseaux sociaux sur mes médias. Mais je pense que j'ai toujours manqué d'envie d'aller sur ce moyen de développement. Donc ouais, à part LinkedIn ou email, euh, mais ouais, c'est tout. ok. Bah, écoute, je mettrai ton LinkedIn en description. Ça Très marche. cool. Merci beaucoup, Mickaël. Et puis, j'espère qu'on pourra faire un autre épisode, là, peut-être plus sur un sujet spécifique ou même sur la prochaine étape pour Linkaway, parce que je pense que vraiment ça a du potentiel. En tant qu'éditeur, moi, j'aurais aimé avoir une solution comme ça. J'y avais pensé à faire du CPC et ça m'avait pris la tête, j'avais abandonné. Ouais. J'ai pas eu ta résilience. Euh, mais ouais, je pense vraiment que ça aurait pu débloquer tout un pan de monétisation qui était inexploité, donc très très cool. Et je te souhaite plein de succès avec ça. Merci beaucoup, Ronan. Merci à Très toi. vite. Ciao.